Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à nos invités. Nordine Ayouch, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en communication et publicitaire. Oui. Je ne me présente plus. Amine Diouri, vous êtes responsable études et communication chez Inforisque. Oui, bonjour. Le boycott, c'est qui, c'est quoi? C'est qui, c'est quoi? Est-ce que tu sais, toi? Moi, personnellement, je ne sais pas. Et toi non plus, d'ailleurs. On va essayer de alors, savoir. c'est bien de poser la question, Oui. parce que le boycott, c'est qui, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui croient savoir, mais la plupart ne savent pas. Ceci dit, il y a quand même des gens qui se sont exprimés, qui ont dit qu'ils sont derrière ça. Moi, j'ai vu des vidéos bien structurées, bien réfléchies. C'est-à-dire du travail bien fait. On montre travail bien fait. Parce que ce travail-là n'a pas été fait n'importe comment. Ça n'est pas quelque chose qui est sorti de la cuisse de Jupiter. Tiens, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, et où il y a là-dedans une volonté de bien faire et de dire bien les choses. Et ils l'ont dit, je crois, d'une manière assez incroyable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est parti sur une fake news. Vous savez ce que c'est, fake news? C'est-à-dire une information qui est fausse. C'est-à-dire, ça n'est pas du solide. Ça n'est pas, ils ont dit que les prix ont augmenté, que ces marques qui sont visées ont augmenté les prix. Eh ben, quand on réfléchit, quand on se renseigne, c'est faux. Ces marques n'ont pas augmenté de prix. Donc, il faut se méfier des fois. Mais ça, c'est Mais uniquement... on va revenir là-dessus, l'économiste que vous êtes. Oui. Vous, Amine Diouri. Alors, c'est qui, c'est quoi C'est qui? Je sais pas. Ce qui est intéressant, je dirais, c'est déjà, c'est les produits qui sont concernés. On parle de produits de première nécessité. Le lait, l'eau, les produits de première consommation comme l'essence. On parle par la suite de l'huile, par exemple. Ça passe. C'est quoi le timing? Le timing, ça a commencé un mois avant le Ramadan. On sait que généralement les prix. Le lien, vous, avec le Ramadan qui. Clairement, parce que on parle de quoi? On parle de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. On sait, il y a une étude du HCP qui le dit, que les prix à la consommation de certains produits de base ont fortement augmenté ces 10 dernières années. On sait que de manière générale, pendant le Ramadan, les prix des matières premières, enfin les produits de première nécessité augmentent fortement aussi. Donc que ça arrive un mois avant, c'est pas non plus une coïncidence. Ensuite, c'est quoi comme type d'intervention? On parle d'un boycott, c'est-à-dire qu'on veut toucher le portefeuille de l'entreprise, son chiffre d'affaires. Ça aurait pu être une manifestation, ça aurait pu être une pétition. On parle de boycott, donc un boycott économique. Donc pour vous, c'est pareil, vous rejoignez en fait Nordine Ayouch qui dit en fait tout a été pensé. Mais je voudrais pas que ceux qui nous écoutent, qui nous disent voilà, en fait derrière il doit y avoir une grosse machine, des penseurs qui ont bien des profils à forte valeur ajoutée, qui avaient bien calculé leurs coûts. Est-ce qu'on est face à ça en fait? Écoutez, quand on regarde comment ça s'est fait, quand on étudie, parce qu'il y a des gens qui peuvent maintenant savoir est-ce qu'il y a eu de l'espace acheté. C'est comme dans un journal ou à la télé, une agence achète l'espace. Là, il y a eu de l'espace acheté dans Facebook. Donc, il y a un financement derrière. Il y a un financement derrière. Alors, de quelle importance, on ne sait pas. Mais toujours est-il. Et l'origine, on sait, du Maroc, de l'étranger. Personne ne sait. Mais on peut savoir. On peut savoir difficilement. C'est-à-dire, il y a des réseaux sociaux là importants, comme Google et Facebook, qui peuvent vous dire qui a acheté l'espace. Mais eux-mêmes, des fois, on leur interdit de le dire. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui est pensé parce que c'est pas fait n'importe comment. Parce qu'une information comme celle-là, d'abord, quand il y a une crise, elle part de quelque chose d'un fait réel. C'est-à-dire, il y a eu la crise aviaire, vous vous rappelez, avec les poules et tout ça. Il y a ce qui s'est passé aux États-Unis, là encore, pour les élections. On ne sait pas qui achète. On a parlé de l'achat d'espace acheté, on a parlé de Facebook et du travail qui a été fait. Il y a eu le Brexit en Angleterre. Complètement. Il y a là-dedans des gens qui sont structurés et qui font un travail derrière. Au Maroc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu une crise aussi importante que celle-là. Même des crises sociales. Il y a eu des crises politiques, comme pour le Sahara, avec l'Espagne, mais il n'y a jamais eu une crise aussi importante à travers le digital et Internet. C'est une première. Là-dessus, est-ce que, juste aller sur ce point-là, avant d'avancer un peu dans le débat, Amine Diouri, sur pour ceux qui nous écoutent, pour bien saisir, en fait, ça a été bien calculé, ça a été bien réfléchi, ça a été bien pensé. Il y a des achats d'espace, il y a un financement, il y a donc voilà, est-ce que vous partagez-vous ce point de vue? Et est-ce qu'il faut se dire aussi, il faut être un peu inquiet aussi, parce qu'on se dit voilà, il y a une grosse machine en fait qui se planque, qui est cachée derrière un buisson, derrière un rideau, et qui peut effectivement bousculer, perturber les sociétés. Je ne peux qu'être d'accord sur le côté un peu opaque des organisateurs de ce phénomène, de ce boycott.
Honnêtement, il y a des chiffres qui sont lancés. Honnêtement, personne aujourd'hui ne peut dire si c'est vrai ou faux. On ne peut pas réellement dire s'il y a eu une augmentation des prix du lait, de l'eau, de l'essence. C'est un autre cas. Là, on peut en parler, mais sur l'eau et le lait, par exemple, très difficile de répondre à cette question. Donc oui, pour moi, il y a un problème de forme qui est d'abord qui sont les organisateurs et pourquoi ils le font. Et tant qu'on n'aura pas découvert qui est... Est-ce que c'est important d'ailleurs de savoir qui est derrière? Écoutez, moi j'aime beaucoup, moi je le dis toujours, il faut travailler dans la transparence, y compris dans Internet. Alors, les gens qui sont derrière, certains en tout cas, ont exprimé les choses d'une manière claire. J'ai vu une vidéo dans ce sens. Mais de là à ça, parce qu'il y a des choses qui sont un peu des nébuleuses. On attaque une société parce qu'il y a derrière un homme politique très important, un homme qui est à la tête d'un grand parti et que ce parti est en train de prendre un essor important, un homme qui se comporte comme un chef d'entreprise, je dirais, qui a des responsabilités. Toutes les sociétés qui sont visées là-dedans sont des grandes sociétés qui s'occupent du social, qui ont des activités culturelles et sociales, qui défendent le consommateur d'une certaine manière parce qu'il ne sait pas de pratiquer des prix n'importe comment, et on les attaque, elles, particulièrement. Elles ou les produits? On attaque les Parce qu'on a du mal à y voir clair là-dedans. Non, on attaque les sociétés. Pour vous, l'ordinaire? Pour moi, il y a là-dedans et les produits et les sociétés. Parce que quand on parle du lait, écoutez, il n'y a pas que cette société. C'est vrai qu'elle détient à peu près 50-55%, mais il y a les autres sociétés qui sont là. Elles sont importantes aussi. On ne les a pas attaquées. À qui ça profite? Ça profite à ces sociétés. Je ne dis pas que la concurrence est derrière. Loin de moi cette idée. Ça serait très grave et très dangereux. Et je n'y crois pas. Je crois qu'il y a un mouvement, mais ce mouvement a rencontré un ras-le-bol social qui est colossal. C'est-à-dire le terreau était fertile? Le terreau était fertile. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais bien sûr, le terrain il est fertile. Je citais les études du HCP, l'augmentation des prix, ça c'est quelque chose que tout le monde peut constater. Le prix de l'essence, c'est aussi... Il y a une maîtrise de l'inflation depuis ces dernières années, on est toujours sur un train de 1,5. Il y a le chiffre officiel, et puis après il y a les autres chiffres, ceux que publie le HCP par exemple, sortent des chiffres officiels du HCP, mais il y a plus que ça. On est dans un contexte économique, on parlait à un moment donné de libéralisation des prix, ça a été le cas de l'essence par exemple, on parle de décompensation, ça a fait aussi augmenter mécaniquement les prix de base d'un certain nombre de produits dont on parle maintenant. Maintenant, moi, honnêtement, je me fie uniquement sur ce que je vois, l'analyse des chiffres. Et l'analyse des chiffres, elle me dit quoi? La seule chose sur laquelle je suis vraiment certain, c'est que la libération des prix, par exemple, du prix de l'essence en fin 2015, a eu un impact direct sur les marges du secteur dans son ensemble. On a vu mécaniquement augmenter de manière très très forte les marges des entreprises de la distribution pétrolière. Ça, c'est un fait. Et ça, c'est incontestable. Pour le reste, c'est juste des maudits. On ne peut pas affirmer ou infirmer ces propos. Et quand on est dans dans une économie ouverte, telle que celle du Maroc ces dernières années, qui tend aussi à s'ouvrir un peu à la concurrence, est-ce que le fait de dire aujourd'hui il faut boycotter tel type de produit, est-ce que le consommateur aussi il a le choix de consommer tous les produits qu'il veut, et que de toute façon voilà, on est dans une économie aussi ouverte, et on comprend pas trop aussi tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en matière de boycott de certains produits. Est-ce que le consommateur a le choix? Écoutez, est-ce que le consommateur a le choix? Maintenant, il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de produits. Au Maroc, heureusement, c'est un pays ouvert, c'est une économie ouverte, libérale, mais il y a le choix. Maintenant, est-ce qu'il a le pouvoir d'achat? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est vrai qu'il y a une masse importante une partie importante de la population qui n'a pas ce pouvoir d'achat. Ce phénomène n'existe pas que chez nous, il existe dans d'autres pays. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Le boycott, il faut faire très attention. Il faut avoir le sens des responsabilités. Je crois que ceux qui ont fait ça ne s'attendaient pas à un succès aussi colossal. C'est un ballon d'essai en fait qui a un ballon d'essai, mais qui est un ballon d'essai qui a mordu, mais ça ne veut pas dire qu'il mordra une autre fois. Mais toujours est-il qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter avec beaucoup de raison et avec beaucoup de sagesse et dire en quoi ils ont raison. Quand ils disent qu'il y a une cherté de la vie, on ne peut pas ne pas être d'accord avec eux. Quand ils disent qu'il y a impossibilité pour une couche importante de la population à accéder à des produits de base, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'il y avait la compensation avant. On enlève la compensation. Que reste-t-il pour ces gens-là? Moi, j'étais pour enlever la compensation, mais il fallait la compenser par des salaires, par donner une somme d'argent, comme ça existe au Brésil. C'est ce qui avait été prévu d'ailleurs et pensé par le ministère de la Économie générale. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Il faut le faire. Ça n'est pas crédible. Le gouvernement, là-dedans, s'est montré muet.
Il n'a pas bougé. Pour vous, la solution, le début de solution, il est économique? C'est-à-dire que... Il est socio-économique, il est social et économique. Il faut écouter les gens, répondre à leurs besoins et répondre d'une manière transparente. Autre donnée aussi, Ménurie, par rapport au timing que chacun d'entre vous a évoqué, on est sur un timing aussi où notre modèle de croissance est en panne. En panne sèche, il a du mal à se régénérer. On a un point de croissance aujourd'hui qui crée à peine 10 000 emplois. Est-ce que tout ça aussi, voilà, il faut sérieusement s'y pencher, que ce boycott et tout ce qui peut se passer, tout ce qui est dans le bien aujourd'hui, c'est la résultante, c'est aussi la nécessité de poser les choses à plat et peut-être de passer de mode de gestion économique à un modèle économique tout court. Oui, effectivement, derrière ce boycott, il y a quelque chose qui apparaît, plus de transparence, moins d'opacité, et surtout, et on parle surtout de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. L'entreprise n'est plus simplement une unité de profit, on lui demande d'être autre chose, de parler avec les consommateurs, d'aller à sa rencontre, d'écouter ses doléances. C'est ça une entreprise aujourd'hui. La France, par exemple, avec le pacte, réfléchit justement sur le côté social de l'entreprise. Et de l'autre côté, les consommateurs, effectivement, on parle bien d'une crise économique, parce que c'est argument contre argument économique. D'un côté, on parle de responsabilité sociale de l'entreprise. De l'autre côté, les entreprises, le gouvernement parlent également avec des arguments économiques en disant attention, vous boycottez certaines marques, vous mettez en danger des filières, vous mettez en danger des emplois. Est-ce que ça a du sens quand c'est avancé, parce que c'était très critiqué sur les réseaux sociaux? Est-ce que le gouvernement est dans son rôle lorsqu'il dit attention, en continuant à boycotter ou appeler au boycott, vous fragilisez le tissu économique? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une réalité. C'est vrai que on parle ça c'est des dits, mais on ne peut pas le vérifier aujourd'hui, mais on parle de baisse de chiffre d'affaires relativement importante pour certaines marques. Donc évidemment, ça a un impact sur le résultat de l'entreprise, sur l'emploi, donc ça peut impacter. Ça, c'est une première chose. Mais en réalité, du côté du gouvernement, je suis désolé, mais il y a un autre aspect qui est important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien un organisme indépendant qui puisse juger de la réalité des affirmations sur la hausse des prix. Sur la réalité des prix. Mais oui, il faut une direction de la concurrence et des fraudes, comme ça existe en France. On a un conseil de la concurrence d'ailleurs. Oui, mais est-ce que cet organisme s'est exprimé justement sur la réalité de ces chiffres? On parle de hausse immodérée des prix pour l'eau, pour le lait, pour l'essence, mais est-ce qu'aujourd'hui on a un état réel de ces hausses? Non, malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que ce que vous dites est exact. Il faut que le gouvernement assume sa responsabilité. Il est resté silencieux. Et je crois que c'est une erreur. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'économie qui risque de prendre un coup très grave. Et c'est pour ça que le boycott, il faut le faire, mais d'une manière responsable. Et il faut absolument dire qui je suis pour le faire. Une association, on peut le faire, un certain nombre d'associations, mais pas n'importe comment. Alors, maintenant, ce que vous dites, il faut une instance qui réfléchit et qui défend les consommateurs, c'est-à-dire le peuple qui va acheter tel ou tel produit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si elle n'existe pas, cette instance qui doit être totalement indépendante. Et il faut lui donner toute la liberté pour agir, parce que sinon, le pauvre consommateur ne trouveront personne en face de lui, eh bien, il peut faire des choses comme ça désespérées. Il y a un conseil de la concurrence qui existe, qui a été instauré il y a quelques années avec un pouvoir consultatif. On devait revoir aussi ses prérogatives. Ouais. Est-ce que là, du coup, si on avait un conseil de la concurrence fort, ça permettrait effectivement d'apporter les éclairages là où il faut? C'est comme toutes ces instances qui ont été créées. Malheureusement, on ne leur donne pas les moyens. Que ce soit celles qui défendaient l'éthique, la lutte contre la corruption, que ce soit le conseil de concurrence qui est dirigé par quelqu'un de très bien. Mais il n'a pas les moyens. Les textes n'ont pas encore été votés, alors qu'ils sont passés au Parlement. Ils n'ont pas été définis, arrêtés par le gouvernement. Ils sont passés au Parlement, mais ils n'ont pas été encore appliqués par le gouvernement. Alors lui, il est resté sans rien. Il y a beaucoup de coquilles vides. On dit on va défendre le consommateur, on va lutter contre la corruption, on va promouvoir l'aspect social, mais ces gens-là n'ont pas les moyens. Il y a beaucoup de responsabilités éparses. Chacun veut rester jaloux de sa responsabilité. Donc, du coup, ça se dilue en fait. Lorsqu'il y a un problème, il n'y a pas forcément grand monde. Médurie là-dessus sur est-ce que le politique est face à ses responsabilités? Vous êtes face à l'actualité, vous, dans cette émission. Est-ce que le politique est face aussi à ses responsabilités?
Je citerai le secrétaire général du Istiklal, Nisar Baraka, ministre des Affaires économiques et générales, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur le versement d'allocations dans la perspective de la décompensation des produits Ça, c'est de un première vrai consommation, qui dit, moi, oui, effectivement, aujourd'hui, ce boycott, c'est l'expression de la cherté de la vie par les citoyens. Mais c'est le cas. Mais Est-ce c'est qu'on vraiment attend le ça cas. du politique? On attend plus que ça du politique. Mais on attend, effectivement, Monsieur Ayouch en parlait à l'instant, c'est tout à fait exact. On attend quelque chose qui vient compenser cette décompensation. On attend justement un effet, par exemple, via la TVA, par exemple. Mais l'effet TVA, à mon avis, s'appliquerait à tout le monde et pas nécessairement aux plus pauvres. Mais il faut trouver certainement un mécanisme économique qui permette justement de répartir, de réduire l'effort financier qui est demandé aujourd'hui aux plus pauvres, justement en matière d'achat des. Est-ce que le challenge, c'est de revoir aussi, de voir un petit peu aussi, d'avoir un œil attentif sur la marche et le fonctionnement de l'entreprise aussi, ses marges bénéficiaires et autres, ou c'est de compenser la perte du pouvoir d'achat des plus démunis? Chacun son rôle. Il y a Chacun deux son pôles. rôle. Chacun Ouais. son rôle. L'entreprise, son rôle, entre guillemets, c'est de faire du profit, de penser également au social, effectivement. Il y a cet aspect social et environnemental dont je parlais tout à l'heure, le RSE, qui se développe dans toutes les entreprises du monde. Mais c'est pas le rôle de l'entreprise, après, de veiller par exemple, les effets de la décompensation, c'est pas le rôle de l'entreprise, c'est le rôle de l'État, clairement, de mettre en place un mécanisme pour essayer d'aménager les choses. Mais c'est pas le rôle de l'entreprise. Chacun son rôle. Est-ce que le vrai rôle aussi, la véritable urgence aujourd'hui dans l'IAH, c'est simplement de relancer l'emploi, de relancer notre économie. Laurent Mohamed VI a lancé, il y a un peu plus d'un an, ouvert la réflexion sur la refonte du modèle économique, la refonte du modèle social. On a discuté il n'y a pas très longtemps avec le numéro 2 de la CGM, et que là maintenant ça s'impose. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Oui. C'est ça qui est grave. Il y a eu, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a eu la CGM a organisé 2 jours, il n'y a pas longtemps, Oui, sur le contrat social, sur le modèle rôle social, de l'entreprise. La RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise, commence à être prise en compte au Maroc, et il y a des entreprises qui s'inscrivent dans ça. D'ailleurs, y compris les 3 entreprises qui ont été visées. Parce qu'il ne faut pas croire, les grandes entreprises ont quelquefois la volonté de s'appuyer, de chercher à trouver des solutions sur le plan social à leurs employés et tout. Le problème, c'est que le consommateur, lui, il n'a personne à qui s'adresser et personne n'est là pour le défendre. C'est pour ça qu'on a parlé de cette instance. Cette instance devait être la lutte contre la concurrence, et pas seulement d'ailleurs, qui est une instance qui défende la valeur des prix et qui détermine les besoins des consommateurs, leurs moyens, est-ce qu'ils ont les moyens ou non, et trouver un autre système économique. Vous vous rendez compte un peu le système que nous avons? Qu'est-ce qu'il crée comme emploi? Pratiquement rien. 51 000 officiellement en 2017. 51 000. Ouais. Alors c'est rien, alors que nous avons besoin de 250 000 emplois chaque année. Minimum. Donc on faillit totalement. Il y a des gros investissements dans de gros projets, de très grands projets, mais qui ne touchent pas la population, qui ne créent pas, qui ne sont pas la créateurs nécessité de d'emplois. revoir un petit peu le modèle de revoir croissance inclusif. totalement ça. Mais je pense que la question qu'on devait voir aussi aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça a pris de l'importance sur le plan social, et pourquoi est-ce que... Mais Dioré, tout à l'heure, dit de toute façon, le terreau était fertile. Donc, Oui, le terreau est détérioration du fertile. pouvoir d'achat, un modèle de croissance économique qui crée de moins en moins de richesses, des modèles aussi de protection sociale, je pense à l'indemnité de perte d'emploi pour les classes moyennes. Tout ça, en fait, a été annoncé, n'a pas été, pour des raisons X ou Y, y compris de financement, mis en place. C'est fonctionnel. Donc, du coup, voilà, on se retrouve dans un espace vide, et que là, un ballon d'essai sur les réseaux sociaux, ça prend, ça monte en puissance, ça monte en charge, et puis on ne sait pas trop qui est derrière quoi. Oui, mais c'est important de l'analyser. Important d'écouter ces gens. Parce que si on ne les écoute pas, on passe complètement à côté de la plaque. Pour l'instant, on ne les a pas écoutés? On ne les a pas écoutés. On les a pas écoutés. On les a ignorés? Non. Il faut être quand même clair et transparent. Il y a une entreprise qui s'occupe du lait qui a fait une déclaration, qui a fait un communiqué. Elle a fait 10 jours de retard. Mais elle l'a fait. Et puis, la personne qui a dit, qui s'est comportée, c'est bien qu'elle l'ait fait. c'est très bien. Donc, Moi je trouve que, vous savez, il vaut mieux tard que jamais. Les gens qui disent qu'il faut ignorer, c'est une erreur. Moi je dis quand il y a une situation de crise, il faut y répondre immédiatement si on a des preuves. Si on n'a pas de preuves, il faut se taire, réfléchir pour bien penser la chose. Soit faire un mea culpa et dire je me suis trompé, j'ai augmenté les prix, je reviens sur ça. Soit, si on n'a pas augmenté le prix, ce qui était le cas de cette entreprise, elle l'a dit, mais elle l'a dit avec 10 jours de retard. Mais il fallait le dire. Elle l'a dit d'une manière... moi, j'ai pas augmenté mes prix depuis Je 2013. n'ai pas augmenté depuis C'est ça, 2013, et puis les personnes qui ont parlé se sont excusées. Alors que voulez-vous de plus? Il faut quand même réfléchir un peu. La situation, quand on parle de crise,
Et là, quelle politique il faut adopter? C'est très difficile. Dire aux gens, s'ils n'avaient rien fait, on leur aurait reproché. Maintenant qu'ils ont fait, on leur reproche. C'est vrai qu'ils l'ont fait en retard, mais ils l'ont fait quand même. Et même si parfois au départ, la première sortie, il n'a peut-être pas forcément bien fait. Amidjouri, il a su capitaine d'entreprise, qui est économiste, qui est en contact avec le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est pas facile de prendre la parole lorsqu'on se retrouve dans le viseur d'un mouvement non identifié, une espèce d'ovni et il faut, on est pris dans le truc, on réagit, mais on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce que ça aussi, c'est un élément aussi important, un facteur déterminant pour l'entreprise? Bien sûr, c'est un élément complètement déterminant. L'image de marque de l'entreprise est touchée dans ces cas-là. Déjà, la communication de l'entreprise, elle ne doit pas être confiée à n'importe qui. On ne doit pas avoir 10 interlocuteurs qui s'expriment sur le sujet au sein de l'entreprise. Il doit y avoir un seul interlocuteur et cet interlocuteur doit être désigné de manière professionnelle. C'est son métier. Il sait gérer les crises, il sait quoi répondre à ces crises. Et d'ailleurs, on l'a vu au niveau de la communication d'une entreprise visée, au niveau des valeurs visées. Dans un premier temps, on parlait d'atteinte au patriotisme. On a vu que ça n'a pas marché sur les consommateurs. On est revenu sur le terrain de l'économie en disant attention, bon, effectivement le côté patriotique ça marche pas, mais attention, en faisant ça, vous allez tuer toute une filière, vous allez détruire des emplois. Donc on a tâtonné un petit peu en termes de communication, ça s'est ressenti quand même, et c'est, à mon avis, c'est très néfaste pour l'entreprise et pour le rétablissement de la confiance avec le consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, oui. Absolument, je suis d'accord parce qu'il faut être transparent avec les consommateurs. Et quand on s'adresse aux gens, il ne faut pas leur mentir. Dès qu'on leur ment, ils le voient. Dès qu'on dit, écoutez, c'est des salauds, ou alors on les insulte, ça c'est une erreur très grave. On ne doit pas du tout se comporter d'une manière absolument outrancière, ou alors je suis l'entreprise, je vous envoie balader, c'est très grave. Je suis là pour vous servir, parce qu'une entreprise, c'est quoi? Elle n'a de raison d'être que parce que ses produits sont vendus et achetés. S'ils ne sont pas achetés, elle n'a pas de raison, elle peut dépérir. Donc il faut agir avec respect pour le consommateur. On nous l'a toujours appris, ça, dans les écoles et partout. Et puis, il faut parler avec les gens d'une manière humaine, vraie et sincère, ne pas mentir. Et quand on se trompe, il faut absolument s'excuser. C'est ce qui a été fait. Mais là, dans un cas comme celui-là, ce qui est très grave, c'est que c'est parti d'une fausse information. C'est ce qu'on appelle fake news. Alors cette fake news, d'ailleurs, ça a pris une dimension incroyable. On est en train de légiférer là-dessus, à l'instar d'autres pays dans le monde aussi, de pouvoir effectivement, si les fake news, les auteurs des fake news, absolument. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été comme ça. Regardez Prolactine. Prenons un cas comme ça en France. Eh bien, la société n'a pas voulu répondre. Ça a duré 6 semaines. Après, ils ont répondu. Le chef de communication a répondu. Ça a été un ratage. Le président, qui ne parlait jamais, est descendu sur l'arène et il s'est excusé. Et il n'y a pas d'autre solution. Même si on le fait avec plusieurs semaines de retard, il faut s'excuser. L'idéal, c'est de le faire immédiatement quand on a des preuves. Ils avaient des preuves. Ces produits-là n'ont pas été augmentés. C'est là où je reproche au gouvernement de rester muet. Il fallait absolument qu'il en parle, qu'il dise « j'ai fait une enquête, je me suis rendu compte que les prix n'ont pas été augmentés ». Est-ce que le gouvernement et le politique est dans son rôle en venant quelque part, en s'ingérant en tant que porte-parole de l'entreprise? Ou est-ce que c'est l'entreprise tout court qui aurait dû prendre ses responsabilités? Moi, je pense que ça touchait tout le pays. Attention, une crise comme celle-là est très grave. Pas dès le départ, mais 3-4 jours après, il fallait rétablir les fêtes. Et puis pousser, et les entreprises auraient dû le rétablir elles-mêmes d'abord. Je comprends d'une certaine façon que le gouvernement veuille rester à l'écart, parce qu'en minimisant, en restant à l'écart et en disant... Écoutez, c'est un problème entre entreprises et le consommateur. C'est pas le problème du gouvernement. C'est une façon de dire, il n'y a pas un problème de fond derrière qui est le problème de la cherté de la vie, le problème des prix. Si le gouvernement commence à s'en mêler et dire, effectivement, il y a un problème de la hausse des prix, effectivement, il faut y répondre, dans ce cas, il s'implique et il reconnaît sa responsabilité. Or là, justement, c'est rester en retrait et de dire, c'est un problème entre l'entreprise et son consommateur, c'est pas un problème plus global lié au mode de consommation des Marocains. Alors qu'en fait, au final, il y a une problématique de pouvoir d'achat, une problématique de chômage, une problématique aussi de fracture à tout point de vue, territoriale et sociale, et que là, c'est de la responsabilité du politique. Et puis, je pourrais aussi poser la question de la libération des prix. Il y a eu un impact, on n'en a jamais réellement parlé, mais la hausse, elle s'est vue au niveau des consommateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Donc, il y a aussi, à un moment donné, le pouvoir public. On ne peut pas dire que le pouvoir politique ne s'est pas mêlé. Vous savez, plusieurs partis sont intervenus. On l'a vu. Il y a des partis qui ont condamné,
qui ont condamné, qui ont dit qu'ils sont contre la cherté des prix, que ces sociétés, c'est normal, etc. D'autres qui n'ont pas du tout condamné, mais qui ont expliqué, notamment l'Estrelal, il a eu une attitude en disant que je comprends les manifestations, comme moi je le dis, je comprends le mécontentement, et ça serait malheureux de ne pas le comprendre, ça serait très grave, mais seulement, il ne sait pas d'où ça vient, c'est raisonnable, mais ceux qui condamnent, ceux qui suivent le mouvement, c'est aussi pour l'utiliser sur le plan politique. Il faut faire très attention, parce que derrière cette affaire, il n'y a pas que des produits, il y a aussi de la politique, incontestablement. Incontestablement, pourquoi est-ce qu'on a été voir uniquement cette marque d'essence et pas d'autres, alors qu'on aurait pu parler de l'essence en général. Oui. Ils ne sont pas les seuls, et ils nous ont à peu près 15%. Pour vous, il y a une teneur politique qui est absolument claire. Il y a un parti qui a été pointé du doigt. Écoutez, il y a un parti qui a été pointé du doigt, qui est en responsabilité. Donc, est-ce qu'effectivement, oui, effectivement, c'est une thèse aussi, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose derrière, ou non, il faut vous l'évacuer d'un revers de la main? Non, moi je pense que ce serait une erreur. Je pense qu'un chef de parti peut être un homme d'affaires s'il dissocie, lui, dans son discours et dans son travail, les deux. Et s'il défend les gens pour lesquels qui vont les lire. Ceci dit, il faut faire ça avec beaucoup de transparence, de doigté, de sens du social. L'homme qui est visé en question est un homme qui est respectable, qui n'a pas fait de choses qui sont condamnables, qui entreprend des actions sociales. Donc, malheureusement, on va taper là où les gens ne sont pas toujours... Parce qu'il y a... Qui utilise les choses? Ce sont les gens qui cachent, qui ne payent pas leurs impôts, qui cachent dans l'informel, qui ne font pas les RSE, la politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça n'est pas le cas pour ces 3 entreprises. Pour le lait, par exemple, il fait un travail remarquable au niveau des écoles et du travail avec les agriculteurs. Donc, il faut quand même raisonner et réfléchir. Pourquoi est-ce que ces 3 entreprises ont été visées? Mais au-delà de ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut écouter ces gens-là et leur apporter des réponses. Et ces entreprises ont intérêt à leur apporter des réponses. Dernière petite question, messieurs. Est-ce que selon vous, ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir cette dynamique aussi au niveau des réseaux sociaux qui va maintenir son train, ou ça va se tasser, ou qu'est-ce que voilà? Initialement, d'après ce que j'avais lu sur les réseaux sociaux, c'était parti pour durer 1 mois. Et puis je pense s'arrêter par la suite. Ensuite, il y a eu d'autres informations qui sont arrivées disant qu'on allait s'attaquer à d'autres produits de première nécessité, comme l'huile par exemple, d'autres entreprises. Honnêtement, je sais pas. À mon avis, c'est pas amené non plus. À mon avis, ça va se tasser certainement, ça va très rapidement. Ça va se tasser. C'est comme tout mouvement social, finit par se tasser. Mais il faut que les entreprises apportent une solution. Et il faut que le gouvernement apporte également des solutions. Il faut que tout ce pays, y compris la société civile, que nous réfléchissions à ces problèmes économiques et sociaux qui se posent pour notre pays, et que nous essayons tous d'apporter des solutions. Ce qui est très grave, c'est que ces boycotts, s'ils continuent, s'ils touchent la politique demain, si on appelle au boycott des élections ou au boycott de telle ou telle chose, ça risque d'être très grave. Parce que là, ça va toucher la dignité et l'indépendance et la démocratie. Donc il faut le faire de manière raisonnée. Vous lancez un appel à la responsabilité individuelle et collective des citoyens. Absolument, des citoyens. Moi, je crois que les citoyens savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont raison dans certaines choses, mais il faut qu'ils aient le sens de la responsabilité, parce que si on tue la poule aux œufs d'or, l'entreprise qui crée la production, qui crée les produits, c'est très grave. Ben alors si on fait ça, qu'est-ce qu'on va après devenir? Sans occulter aussi les autres chantiers en cours, la rénovation de l'école, du système éducatif, les problématiques aussi liées en matière de santé, de logement. Oui, mais effectivement, vous parliez de nouveaux modèles de développement économique, ça passe déjà par l'école. À côté effectivement du chantier des prix et effectivement la question de la décompensation, mais il y a l'école qui a un chantier prioritaire, effectivement. Donc ne pas quitter des yeux aussi les priorités. En tout cas, merci messieurs. Merci. Pour cet éclairage sur le boycott, c'est qui, c'est quoi, hein, essayer de comprendre un petit peu. Vous savez ce qu'on dit dans les Yahush, parfois, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc je ne sais pas si c'est vrai en l'occurrence, mais bon. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Et à très bientôt.